Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Donc on a décrit les états quantiques. Maintenant, voyons comment ils peuvent changer. Alors, on sait écrire une équation d'évolution qui décrit l'évolution d'un état quantique au cours du temps. Et cette équation d'évolution n'est rien d'autre qu'une équation d'onde, comme l'équation qui décrit l'évolution d'une vague ou d'une onde sonore. Quoi d'étonnant, puisque la particule a un comportement typiquement ondulatoire. Écrivons-la sous une forme très simplifiée. On néglige ici tous les détails techniques qui sont importants en mécanique quantique, mais qui sont sans importance pour nous ici. Donc on va noter alpha avec un prime pour dire ça, c'est la variation de l'état au cours du temps. Le prime veut dire, c'est pas une notation habituelle, mais pour se faire simple, on fait ça comme ça ici, c'est la façon dont l'état évolue au cours du temps. Alors on a alpha prime est égal à h fois alpha, où grand H, c'est un objet mathématique qui agit sur un état, qui le transforme. C'est appelé un opérateur, il opère sur l'état, qui est appelé ici l'hamiltonien, du nom de Hamilton, un mathématicien, physicien du début du 19e siècle, si je me souviens bien, et qui n'a pas du tout travaillé sur la mécanique quantique, il travaille sur la mécanique classique, mais les outils qu'il a développés sont utilisables en mécanique quantique. L'hamiltonien décrit contient la description physique qui permet de calculer l'évolution d'un système, décrit le système physique lui-même, et il a même un lien important avec l'énergie. Mais on ne va pas aller plus loin que ça ici, hein, on ne va pas aller trop loin. La seule chose qui nous importe ici, c'est que cette équation est linéaire. On dit même unitaire, qui a une signification plus forte, mais nous n'aurons pas besoin ici. Cela signifie que si la valeur de l'état alpha ou d'une amplitude double, alors le résultat avec l'hamiltonien double. C'est proportionnel. Et plus important encore pour nous, surtout, elle respecte le principe de superposition. Donc supposons qu'on ait une autre solution de la même équation qui est bêta prime égale h bêta. Alors on aura aussi que alpha plus bêta prime égale h alpha plus bêta. C'est tout. On n'a pas besoin d'en savoir plus. Cette propriété qu'on peut démontrer mathématiquement, c'est pas très difficile, quand on a le détail technique, est à mettre en parallèle avec ce que nous avons dit sur le principe de superposition. Si on a deux états qui sont des solutions possibles pour décrire le système, leur somme l'est aussi. Alors supposons que notre particule soit dans un état alpha avec diverses possibilités pour la position x, y, z, etc. Que se passe-t-il si on mesure la position avec une grande précision, avec un appareil quelconque qui permet de le faire? Dans ce cas, le postulat de probabilité de Born, un autre physicien de l'époque de la naissance de la mécanique quantique, dit que on aura une certaine probabilité de la trouver en X, en Y, en Z, etc. Cela fait d'ailleurs le lien avec ce qu'on avait vu pour les impacts dans les électrons de l'expérience de Young, qui ont un caractère purement aléatoire. Cette probabilité est reliée à l'amplitude x alpha, par exemple, qui permet de dire alpha peut correspondre à la position x. Peu importe comment ce lien se fait avec la probabilité, c'est assez simple, mais c'est pas du tout trivial. Parce que, comme je l'avais dit, les amplitudes sont des nombres complexes. Ce ne sont pas les nombres réels, 1, 2, 3, 4, habituels, qu'on a l'habitude dans la vie courante.
Ce qui compte, c'est que si l'amplitude est grande, la probabilité aussi est grande. C'est ça l'important. Grande amplitude, grande probabilité. De plus, la somme des probabilités pour toutes les possibilités, donc si elle peut se trouver en x, y ou z, donc la somme des probabilités pour la trouver en x, en y ou en z, cette somme doit être égale à 1, c'est-à-dire 100%, 100% de chance de la trouver quelque part. Donc par exemple, pour l'état qu'on avait vu, alpha égale x1 plus x2, alors la probabilité est de 1 chance sur 2 de trouver la particule en x1, 1 chance sur 2 de la trouver en x2. Bien sûr, il y a d'autres possibilités. Par exemple, avec des valeurs numériques ici devant, ça peut être une probabilité 1 chance sur 4, 3 chances sur 4. Toutes les possibilités sont possibles. Tout est possible. Alors supposons maintenant que je mesure la position de la particule de l'état alpha et que je la trouve à la position x. Je fais la mesure et c'est ce que je trouve. Dans ce cas, on sait maintenant avec certitude qu'elle est en x. C'est là qu'on l'a trouvée, qu'on l'a mesurée. Son état devient donc, suite à la mesure, x. C'est un changement d'état. On dit que l'état de la particule s'est réduit à un état plus précis, une position précise ici, pour la grandeur qui est concernée, la grandeur mesurée. On parle de réduction du vecteur d'état ou de réduction de la fonction d'onde. C'est le postulat de réduction. Alors attention, on a l'impression de l'avoir déduit. On raisonne et on dit, voilà, on doit avoir ça. En réalité, c'est bien une hypothèse qui marche très bien, qui est utilisée en mécanique quantique et dans des milliers d'expériences. Parce qu'en fait, on a juste mesuré la valeur x, c'est une valeur affichée par un appareil suite à une interaction avec la particule, et cela n'exclut pas que l'état permette d'autres possibilités. Mais ça marche bien, et les autres possibilités, on s'enfonce dans des complications qui peuvent fonctionner aussi, mais qui nous entraîneraient ici beaucoup trop loin. Donc on va admettre ce postulat. Voilà, on a fait le tour, on en a vu un peu plus que ce dont on aura besoin, mais c'était utile d'avoir un panorama. On en sait maintenant assez sur les concepts classiques et quantiques. On va pouvoir passer à ce qui nous intéresse vraiment, et donc dans la prochaine vidéo, nous allons parler du spin proprement dit. Je vous remercie.